Bienvenue à l'émission. Merci d'être avec nous. Cette semaine, on reçoit pour la première fois notre chroniqueur littéraire Louis Robitaille qui va nous parler de 3 de ses coups de cœur. On aura aussi l'occasion de parler des soirées d'astronomie qui se passent à Mont-Tremblant en ce moment, tout l'hiver. Et tout d'abord, est-ce que vous saviez qu'il y a des compétitions sportives dédiées uniquement aux personnes de 50 ans et plus? Bien oui, dans les Laurentides, c'est possible. Nous accueillons Patrick Melançon et Virginie Munger de la FADOC Région des Laurentides. Bienvenue à vous deux. Bonjour. Alors, la FADOC en est à sa 15e édition des Jeux d'hiver 50+ cette année. Ça va se dérouler du 26 janvier au 11 février. Madame Munger, quelles seront les compétitions au programme cette année? Bien, en fait, on ouvre les Jeux d'hiver avec le tournoi de hockey qui a lieu dans quelques semaines à peine. Ensuite, il y a un tournoi de curling. Puis là, j'enlève les mots de la bouche. Je sens que mon collègue ici a le goût de parler. Je pense que je vais lui passer la POC parce que c'est le spécialiste des Jeux d'hiver. Des Jeux d'hiver, oui. Oui, je tiens à préciser que les Jeux d'hiver, il y a juste la région des Laurentides qui organise ce genre d'activité-là à la FADOC. Puis c'est une belle initiative de mon directeur, là, Michael Leduc, qui avait commencé ça il y a plusieurs années. Donc, je trouve qu'on peut bouger l'été, c'est tout le temps plus facile, mais l'hiver, il y a moyen d'avoir du fun, puis de sortir dehors, puis de s'amuser malgré le froid. Le tournoi de hockey commence le 26, 27, 28 janvier. C'est à l'Aréna Gilles Cadieux à Mont-Tremblant. On a autour de 16 équipes. On a 4... 16? Oui, on a 4 équipes dans le compétitif 50+, 4 autres équipes dans le 50 ans et plus récréatif, puis on a 8 équipes dans le 60 ans récréatif aussi. Fait que ça regroupe beaucoup de monde, beaucoup de sportifs, puis ça regroupe du monde d'un peu partout, car c'est ouvert à tout le monde dans la province du Québec, puis même de l'Ontario, on a des équipes de Hawkesbury qui viennent participer à notre tournoi. Fait que c'est vraiment le fun. C'est seulement des hommes ou il y a des femmes aussi? Malheureusement, avec les temps de glace qu'on a, on peut juste avoir des hommes, mais je sais que quelques équipes de femmes qui m'ont contacté pour participer au tournoi. Je vais regarder ça l'année prochaine là, pour essayer de les inclure là, dans notre tournoi. On a aussi une compétition de curling. Oui, le curling, cette année, se passe à Brownsburg. C'est le 3 et 4 février. Encore une fois, ça regroupe une centaine de participants. On doit avoir une quinzaine d'équipes. Puis aussi, on essaie d'organiser un gros souper là, le samedi soir pour que tous les participants puissent se rencontrer, puissent jaser ensemble là, de leur journée et tout ça. Ça aussi, ça attire beaucoup de participants. Est-ce que je peux voir, le curling, c'est très populaire? Oui, c'est ça. Il y a des clubs de Rosemère, des clubs de La Chute, des clubs de Rivière-Rouge, puis de Brownsburg. Et il y a aussi une fin de semaine évasion plein air. Ça, c'est pas une compétition, ça. Est-ce que c'est une compétition ou c'est juste un... Non. Bien, la fin de semaine d'évasion, ça va se passer au lac Masson. Le lac Masson déneige là, un trajet sur la glace, sur leur lac. Puis il y a un trajet de 1 km et de 1,8 km. Fait que le monde peut patiner, peuvent marcher. Puis ils organisent des activités familiales là, pour les enfants, là, des petits jeux. Puis ils mettent un feu pour que le monde puisse se réchauffer. C'est vraiment une belle activité. Et est-ce qu'il y a encore possibilité de s'inscrire pour des compétitions ou... Oui. Pour le hockey, les inscriptions sont terminées parce que j'ai toutes les équipes. Mais pour la sortie évasion, le curling, il y a encore moyen de s'inscrire. On peut aller sur fadoc.ca, Région Laurentide. Puis il y a les inscriptions. Là, vous cliquez sur activités sportives. Puis là, ça devrait vous indiquer là, pour vous inscrire. Et comment ça fonctionne? C'est que c'est des tournois, puis il va y avoir des gagnants. Ça va être 3. Est-ce que c'est un peu comme aux Olympiques, des médailles d'or, argent, bronze? Oui, c'est ça. C'est des compétitions, puis on veut vraiment décerner là, les gagnants. Donc, on a des bannières avec des médailles pour tout le monde qui gagne. Et donc... concernant la FADOC, j'ai l'impression qu'on connaît le nom, mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce que ça fait exactement, la FADOC. On connaît la carte de membre, les rabais, tout ça. C'est quelque chose dont on entend parler, mais on ne sait pas vraiment quels services sont offerts justement avec la FADOC. Mais il faut savoir que la FADOC, c'est un organisme à but non lucratif. Puis évidemment, les revenus, comme vous le disiez, là, reposent sur les cartes de membres. Il y a quand même 44 000 membres dans les Laurentides. Ça fait des gens. Ça fait des gens auxquels on veut évidemment
évidemment répondre à des besoins, à peut-être des passions, des intérêts de ces gens-là. Fait que nous, à la FADOC, notre petite équipe, bien, on s'acharne, on travaille fort pour organiser des activités culturelles, sportives, de loisirs, éducatives, intellectuelles même. On peut penser à génie en gris. Hein? On connaît peut-être le génie en herbe, mais génie en gris. Ça, non, j'avais jamais entendu. Génie en gris. C'est une activité justement culturelle, intellectuelle, là, qui fait en sorte que les gens utilisent leurs connaissances puis répondent le plus rapidement possible à des questions. Puis le but d'organiser toutes ces activités-là, on veut rassembler les gens, on veut qu'ils brisent l'isolement. C'est notre mission, évidemment, à la FADOC, de briser l'isolement. On veut que les gens aussi de 50 ans et plus puissent améliorer, développer leur réseau de contacts. Donc, voilà, c'est une mission première qu'on se donne. Il y a aussi la défense des droits collectifs. Tu sais, des fois, on oublie ça, mais payer la carte de membre aide justement à faire des actions au niveau du gouvernement pour la défense des droits. Puis c'est ça, promouvoir l'amélioration de la qualité de vie, c'est une vocation qu'on a chez nous à la FADOC. C'est sûr qu'on est une petite équipe notre bureau est à Mont-Tremblant, mais il y a aussi 35 clubs qui sont affiliés à la FADOC. Il y a des clubs un peu partout là, dans les Laurentides. Petites municipalités, grandes municipalités, eux aussi organisent leur propre programmation, leurs propres activités, que ce soit des soirées dansantes, des voyages, des conférences. Donc, les 44 000 membres ont plusieurs possibilités là, de sortir de chez eux puis briser l'isolement, justement. Et donc, pour être membre, on se procure la carte de membre. Ça se fait très bien par Internet. Je me suis procuré la carte moi-même avant dernier. Donc, ça se fait par Internet facilement. C'est une trentaine de dollars? Oui, c'est ça. Si on passe par le secrétariat régional, c'est 30 dollars. Puis si on veut participer aux activités des clubs, bien, c'est 25 dollars. Puis c'est plus dans notre localité, plus près de chez nous aussi, pour rencontrer des gens puis justement développer notre réseau. Oui, c'est vrai que c'est important de briser l'isolement, particulièrement pour les personnes plus âgées. Oui, c'est un enjeu important. Qu'est-ce qui s'en vient aussi pour l'année 2024 pour la FADOC? Je pense qu'il y a d'autres jeux aussi, d'autres compétitions. Est-ce que c'est... Oui, l'été, on organise les Jeux régionaux. Encore cette année, ça va être notre 25e anniversaire. Ça fait 25 ans qu'on organise les Jeux. Fait qu'on va essayer d'organiser ça un peu plus grandiose. Fait qu'on est pour parler avec la ville de Blainville pour accueillir plusieurs activités, avec un souper de clôture, avec différentes activités. Les Jeux régionaux, ça comprend 14 activités. La pétanque, le palais américain qui est le shuffleboard, le billard, les dards, le tennis. Donc, on a une grande variété d'activités pour faire plaisir à différents types de monde là, avec différents intérêts, tout ça. On a aussi, c'est vraiment un bel événement. Puis, les Jeux régionaux, ça peut être autant le côté récréatif que le côté compétitif. Il y en a qui veulent juste participer à des activités puis pour rencontrer du monde, puis avoir du fun, rire, s'amuser. Puis il y en a d'autres qui veulent prendre ça plus sérieux, qui s'entraînent. Puis eux, ils veulent vraiment gagner des médailles. Puis pour ceux qui gagnent des médailles, eux, ils ont la possibilité d'aller aux Jeux provinciaux qui vont se promener, qui vont être à Sherbrooke cette année. Fait que c'est un gros événement là, de toutes les régions là, du Québec pour la FADOC. Et est-ce qu'on a une idée des dates approximatives? C'est au mois de septembre. Ça va être au mois de septembre. Autour du 20 septembre, je pense. Parfait. On vous remercie beaucoup d'être venu nous voir et on souhaite des beaux Jeux d'hiver 50+. Merci. Puis venez nous voir. Certainement, certainement. Oui. Et c'est le temps de faire une pause déjà. Au retour, on va parler des soirées d'astronomie qui se passent à Mont-Tremblant. Restez là.
Le ciel a toujours fasciné l'humanité et continue d'être une source d'émerveillement, autant pour les grands que pour les petits quand l'occasion se présente. On connaît tous les Perséides, les étoiles filantes qu'on peut observer au mois d'août, mais il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le ciel. À l'année, dans le fond, on peut observer le ciel même en plein hiver grâce aux soirées d'astronomie au domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Et nous accueillons Alain Préfontaine, qui est animateur en astronomie. Bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Alors, le domaine Saint-Bernard, comme je le disais, offre des soirées d'astronomie les vendredis en anglais, les samedis en français, de 20h à 22h30, organisées par le Club d'astronomie de Mont-Tremblant, duquel vous faites partie. Qu'est-ce qui se passe lors de ces soirées-là? Les soirées d'astronomie sont en deux moments. À 8h, on commence toujours par une présentation dans notre planétarium. Donc, on a un vrai planétarium, là, c'est une sphère. On met une vingtaine de personnes à l'intérieur. Et là, on projette à l'intérieur de cette sphère-là les étoiles, les constellations, les planètes. On visite la galaxie. On va à la limite des connaissances de l'humanité en astronomie. Ça dure environ 1h et 5. Et par la suite, on sort du planétarium, on va dans l'observatoire et on utilise notre très gros télescope. C'est le deuxième plus gros télescope au Québec qui est accessible pour le public. Et on va regarder ce qu'il y a de disponible ce soir-là, s'il fait beau. Premièrement, s'il y a des nuages, on ne peut pas. Mais s'il fait beau, à différents moments de l'année, il y a différentes constellations qui sont visibles. Mais on va aussi faire découvrir les planètes. Celles qui sont visibles au moment de la soirée. On va aller voir aussi ce qu'on appelle des objets du ciel profond. Ce sont des galaxies lointaines, des nuages de gaz qui sont répartis dans l'espace, qu'on ne voit pas habituellement à l'œil nu. On ne les voit pas du tout à l'œil nu. Donc, il faut un bon gros télescope et c'est ce qu'on a au domaine. Donc, on réussit à faire découvrir une partie de l'astronomie aux gens. C'est sûr que ce n'est pas le télescope Hubble, ce n'est pas le James Webb, mais les gens, quand on voit pour la première fois les anneaux de Saturne ou les bandes de nuages sur la planète Jupiter, les gens, on entend des « wow » et des exclamations. Donc, pour la plupart des gens, c'est la première fois où ils peuvent regarder dans un télescope. Et ils en ressortent avec une belle expérience, beaucoup de choses à réfléchir, parce qu'on parle là, de l'immensité de l'univers, des milliards d'années-lumière de distance, des galaxies qu'on observe, dont la lumière voyage vers nous depuis 12-13 milliards d'années. C'est difficile à comprendre. On vient bousculer un peu la zone de confort des gens. Et ça fait des soirées très agréables et en général, les gens repartent là, avec le sourire, un très large sourire. On peut voir avec le télescope jusqu'à quelle distance, en termes d'années-lumière, j'imagine? Oui, écoutez, les galaxies qu'on regarde sont facilement de l'ordre de 5, 10, 15, 20 millions d'années-lumière. Oh, OK. Oui, tout à fait. Écoutez, quand on commence à parler de galaxies, on parle de distance faramineuse. La plus proche de nous, la galaxie d'Andromède, est à 2 500 000 années-lumière de nous. Puis on peut la voir à l'œil nu. C'est très, très visible. C'est la seule, d'ailleurs, qu'on peut voir à l'œil nu. Toutes les autres sont plus loin que ça. Donc, on est rendu dans le 15, le 20, le 100 millions d'années-lumière et plus. Honnêtement, je ne pourrais pas vous dire la plus lointaine qu'on peut voir dans le télescope du domaine Saint-Bernard. C'est certainement plusieurs centaines de millions d'années-lumière de distance. Et ça, on n'est pas à la veille de se rendre sur ces galaxies-là, à cette distance-là. Ah non, avec les technologies qu'on a en ce moment, écoutez, se rendre à l'étoile la plus proche prendrait des milliers d'années. Donc, imaginez des galaxies, des étoiles, on parle de 1 ou 2 années-lumière. Là, moi, je vous parle de 100 millions d'années-lumière. Il va falloir Star Trek ou Star Wars avant qu'on puisse... C'est ça. Et ces soirées-là, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est pour tout le monde, oui. Tous les âges? Oui, tous les âges. En fonction du public qu'on a, nous, c'est pas un enregistrement. Dans le planétarium, on est 2 animateurs, on connaît bien notre logiciel et on va adapter la présentation au public qu'on a. Quand on a des familles avec des jeunes enfants, on va mettre des petites vidéos qui expliquent un peu mieux les planètes ou le système solaire. Quand c'est des gens plus matures, on va aller dans des sujets un peu plus complexes. Donc, on adapte à toutes les semaines en fonction du public. On limite à 20 personnes.
c'est la capacité de notre dôme. Donc, il est facile à ce moment-là d'adapter. C'est pas comme si on avait 200 personnes. Là. C'est plus difficile. Il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés. Mais quand c'est 2, 3 familles avec des enfants ou l'inverse, quand ce sont que des adultes, on adapte le contenu selon le besoin. Et là, il y a des thématiques, parce que vous avez des soirées en janvier, février, mars. En janvier, vous allez parler des pouponnières d'étoiles. Et quand je pense pouponnière, moi, je pense bébé. Oui, tout à fait. Donc, c'est des endroits dans l'univers où il y a des nuages de gaz qui restent depuis le Big Bang. Là, ça fait 14-15 milliards d'années. Et tranquillement, ce gaz-là vient se rapprocher, la masse grossit et il y a des nouvelles étoiles qui naissent continuellement. Donc, ça, il y en a plusieurs endroits dans le ciel. Cet hiver, il y en a une très grosse qui s'appelle la nébuleuse d'Orion, où il y a des nouvelles étoiles qui apparaissent continuellement. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas ça, on en parle dans notre planétarium. On a des images provenant de Hubble et après, on va le regarder avec notre télescope. Donc, on vient compléter là, entre la théorie qu'on a vue et ce qu'on peut voir avec le télescope. Donc, c'est ça. En janvier, les pouponnières. En février, ça va être les astéroïdes. Les astéroïdes. Moi, je pense astéroïdes, je pense film catastrophe. Oui. Astéroïdes qui... Oui, tout à fait. Et on a un des sujets, quand on parle d'astéroïdes, on parle de l'expérience qui a été faite en 2022 pour dévier un astéroïde pour éviter à long terme un contact avec la Terre. Donc, on essaye d'amener les gens à comprendre ce que c'est, comprendre qu'on travaille, qu'on cherche des façons de se protéger. Et après ça, au mois de mars et avril, bien entendu, c'est l'éclipse. L'éclipse solaire du 8 avril 2024 qui s'en vient, qui va être visible dans la partie sud du Québec. Ça va être la seule éclipse totale de soleil depuis 1972. Et la prochaine va être en 2106, donc 80 quelques années. Donc, c'est l'expérience d'une vie. Et ça va être juste au sud de Montréal. Donc, on va parler beaucoup d'éclipses aussi. Il ne faut pas manquer ça. Là, non. Parce qu'on ne sera pas là pour la prochaine, exact. Dans le fond. Là. Et donc, on le rappelle, les soirées d'astronomie, c'est les vendredis et samedis au domaine Saint-Bernard à Mont-Tremblant. Et bien, je vous remercie d'être venu nous voir. Nous en parlons. On voit que vous avez la passion vraiment de ce sujet-là. Puis c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous recevoir et on espère que ça va attirer quelques gens pour venir voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. On l'espère aussi. C'est le temps de faire une pause et au retour, c'est notre chroniqueur littéraire Louis Robitaille qui vient nous présenter 2 romans et une bande dessinée. Une fois par mois, nous accueillerons notre chroniqueur littéraire Louis Robitaille en studio pour nous présenter ses coups de cœur du moment. Il s'agit donc de sa première présence à l'émission Rendez-vous. Louis a été bénévole pendant plusieurs années à Nous TV Laurentides et aussi professeur de français au Cégep de Saint-Jérôme, maintenant retraité. Bienvenue. Oui, bonjour Caroline. On va donc présenter aujourd'hui 2 romans et une bande dessinée. Oui. On va commencer avec le roman Montmirador de Myriam Beaudoin. C'est une auteure des Laurentides. C'est paru aux éditions Le Méac. Oui, bien c'est ça. C'est toi d'ailleurs qui m'as appris que Myriam Beaudoin était des Laurentides. Ça, je l'ignorais. Ce que je savais, par exemple, c'est qu'elle a déjà gagné le prix des collégiens et le prix France-Québec en 2007 pour un roman qui était intitulé Hadassa, H-A-D-A-2-S-A. Bon, mais là, je vais parler de Montmirador, qui est paru l'automne dernier chez Le Méac, effectivement, tu l'as dit. Alors, on est dans un village imaginaire, un village québécois imaginaire du nom de Sainte-Isabelle, et on découvre une femme d'un certain âge qui vit seule, et elle occupe son temps à faire des toiles. Elle peint. Et elle peint toujours des scènes tirées de la Bible. Et là, au moment où le roman débute, elle est en train de représenter le déluge. Bon.
Et là, elle entend subitement une espèce de clameur incroyable. Elle regarde dehors, elle s'aperçoit qu'il y a une ruée générale dans le village. Les gens fuient. Et elle apprend que, finalement, comme tout le monde, qu'il y a un barrage qui a cédé quelque part. C'est un peu comme ce qui a failli se passer dans les Laurentides un peu avant Noël, d'ailleurs. Bon, en tout cas. Mais là, le barrage a cédé et tout le monde craint que le village que tous les environs soient submergés par l'inondation. Alors, tout le monde doit prendre la fuite. Elle prend la fuite. Au moment de prendre la fuite, elle tombe sur un très jeune garçon, à peine d'âge scolaire, avec des béquilles. Alors, elle décide de le prendre sur son dos pour lui sauver la vie. Et il faut dire que cette Marie est très costaude. C'est une espèce de Louis Cyr au féminin, donc ça ne dérange pas de porter cet enfant. et là, elle fuit avec tout le monde. Mais l'inondation tarde à se produire. Alors, les gens ont le temps de fuir quand même. Et là, à un moment donné, elle sait, après, je crois, plus d'une journée, à un moment donné, les gens s'arrêtent pour dormir. Vous voyez, ils ont le temps quand même. Et là, elle se réfugie sur une montagne qui s'appelle le Mont Mirador. Mais sur le Mont Mirador, il y a un vieil... Enfin, on ne sait pas quel âge il a, mais il y a un ermite qui vit là, coupé du monde depuis longtemps, une espèce de misanthrope. Et lui, il n'est pas tellement content de voir arriver cette Marie. Mais enfin, il comprend ce qui se passe. Alors, finalement, les deux vont être obligés de collaborer pour tâcher d'échapper à cette inondation d'eau boueuse, etc. Et ben là, je vous dirai pas ce qui va arriver quand même. On peut pas le punch. Oui, ben c'est ça. Non, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas un film américain, c'est pas une histoire d'amour du tout. En réalité, à quoi rime toute cette histoire qui est à la limite du vraisemblable, dans le fond, quand on y pense? Ben, c'est une espèce d'allégorie. C'est parce que cette espèce de tsunami de boue, là, tu sais, qui menace toute une région du Québec, ben, c'est représentatif en réalité de la catastrophe écologique qui menace vraiment l'humanité à l'heure actuelle. Le monde est menacé d'une catastrophe, on le sait très bien, mais on a du temps pour réagir, sauf qu'il va falloir faire preuve de résilience, de solidarité. Alors, c'est de ça que le roman parle, en réalité. Alors, c'est un message un peu par rapport à ce qui se passe réellement sur la planète avec les changements climatiques. Je pense que cette histoire qui peut sembler complètement déconnectée de la réalité, non, en réalité, elle évoque de façon symbolique une réalité qui est très présente. Maintenant, on va parler de 820 Saint-Laurent, bande dessinée de Dolo, qui s'appelle Olivier Donato, voilà, paru aux éditions Les Malins. Oui, c'est ça. Oui, Dolo, Olivier Donato, il travaille comme illustrateur chez Ubisoft. Et 820 Saint-Laurent, bon, une seconde, il faut que je sorte mes notes un petit peu pour être sûr. Oui, alors, 820 Saint-Laurent, c'est l'adresse, c'est dans le quartier chinois à Montréal. C'est là qu'habite le personnage principal qui s'appelle François, dont le grand rêve est de travailler comme illustrateur, justement, mais pour un studio d'animation, pour un studio qui produit des dessins animés. Et au début du récit, bon, ben, enfin, il est engagé dans une entreprise, un studio qui s'appelle Studio Group. Alors, il est très, très content. Et puis, finalement, ben, c'est ça le récit, c'est que ça va être les hauts et les bas, parce qu'il commence vraiment très, très au bas de l'échelle. Je ne sais pas si j'ai le temps de raconter. En fait, il est engagé pour déplacer des meubles puis faire des photocopies au début. C'est à peu près tout. C'est bon, alors, il est un peu déçu quand même, mais bon, mais il prend, hein, c'est bon. Et, mais ce qui est intéressant dans la bande dessinée, c'est que là encore, c'est assez ancré dans une réalité historique. C'est que dans les années 2000, effectivement, l'industrie de l'animation, à cause des magouilles de Sinard, on se rappelle le combat de Claude Robinson, etc. Bon, ben finalement, à Montréal, l'industrie de l'animation, du dessin, s'est effondrée. Mais elle a été heureusement remplacée par les jeux vidéo Ubisoft, justement. Bon, d'ailleurs, on se demande si ça raconte pas un peu sa propre histoire. Alors, c'est ça que ça raconte, finalement. À travers l'évolution de François, on s'aperçoit qu'il y a une grande mutation dans ce domaine-là. Mais il ne faudrait pas croire que c'est un récit très, très sérieux. C'est très drôle, on rit beaucoup, en particulier au début, quand il est tellement déçu, il s'apprête à montrer son portfolio avec ses dessins, puis elle lui dit, ben, en fait, moi, ce que je cherche, c'est un déménageur. Bon. Bon, alors, je conseille. Ça ressemble beaucoup, le dessin ressemble beaucoup au dessin de Michel Rabagliati, la série des Paul, Paul à Québec. Oui, c'est vrai, il y a des petits airs là-dessus. Oui, tout à fait. On voit, je ne l'accuse pas d'être un imitateur, mais enfin, on voit quand même qu'il y a une parenté dans la façon dont c'est dessiné. Et maintenant, dernier roman, eh bien, Un jeudi saveur chocolat de l'autrice et journaliste japonaise Michiko Ayohama. Oui, c'est ça. C'est une journaliste japonaise. Je m'excuse, j'ai besoin de mes notes quand même. Oui, elle est une journaliste japonaise née en 1970.
narratrice. Ça, c'est une parution toute récente. Ça vient tout juste de paraître en 2024. C'est-à-dire que la traduction française vient de paraître. C'est le deuxième de 3 romans, en réalité. Et c'est tout à fait charmant. Il y a 12 chapitres dans Un jeudi saveur chocolat, pardon. Et chaque chapitre a un narrateur différent, un narrateur ou une narratrice. Et on aurait donc l'impression que c'est un recueil de nouvelles, que c'est 12 petites histoires différentes. C'est vrai que ce sont 12 petites histoires un petit peu différentes, mais en réalité, tous ces récits s'emboîtent les uns dans les autres. De façon, il y a certains personnages... Ça se passe à Tokyo. Oui, ça se passe à Tokyo au début, dans un café, le café Marble, qui est près de la rivière dont j'oublie le nom. Meguro. C'est ça, Meguro, c'est voilà. ça, t'es très bien renseigné. Oui, voilà, je me sens bien. Exactement, qui est une rivière qui traverse Tokyo. Le café est caché par des cerisiers qui vont être en fleurs à un certain moment. C'est bien japonais, t'es bon. Oui. Et c'est ça. Mais à un certain moment, l'intrigue se déplace à Sydney, en Australie. Puis là, on revient à Tokyo. Mais enfin, c'est impossible de donner un aperçu de l'intrigue parce que c'est comme c'est tous des récits séparés. Mais enfin, au début, ça s'appelle Un jeudi saveur chocolat parce que tous les jeudis, il y a une dame, la même dame se présente, commande un chocolat chaud. Madame Cacao, qu'on la surnomme. Oui, les employés la surnomment Madame Cacao parce qu'elle consomme, elle s'assoit près de la fenêtre, puis là, elle rédige une longue lettre. Et puis, un jeudi, elle fait la même chose, elle commande son chocolat chaud, elle commence à le boire, et là, elle lit quelque chose, et là, elle s'effondre en larmes. Et c'est comme ça que se termine le premier chapitre. Et là, le reste s'ensuit. Ça reste à lire. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment un roman qui met l'accent sur la nécessité de profiter des petits plaisirs du quotidien. Ah, ben ça, c'est vraiment important aussi. C'est une leçon importante à tirer de ce livre-là, parce que c'est vrai que c'est important de profiter du moment présent. Eh bien, mais merci beaucoup, Louis, pour ces découvertes. On va se retrouver dans un mois, pour une autre chronique. Merci beaucoup d'être venu. Ah, il n'y a pas de quoi. C'est un plaisir de me retrouver devant la caméra après toutes ces années derrière. C'est ça. Ça fait changement. Et c'est ce qui m'a fait à l'émission pour nous. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que vous avez apprécié. Et d'ici la prochaine émission, portez-vous bien.